bonjour à toutes et aussi à tous, parce qu'il y a quelques hommes dans la salle. On est extrêmement heureux qu'on puisse faire cette fête des cigales. C'est un immense bonheur et on est content que vous soyez toutes là et qu'il y ait autant d'entre vous qui aient répondu à l'appel. C'est absolument merveilleux. Donc on a essayé de prévoir une journée festive et intéressante à la fois. Et écoutez, moi je vais rien dire de plus pour l'instant. Et j'espère surtout que vous avez passé une super journée. Et que hier c'était déjà bien aussi pour celles qui étaient là hier. Et que vous allez, comme d'habitude, en ressortir heureuse. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire pleurer comme d'habitude à la fin. Parce que là, ça ne dure pas 5 jours, donc vous n'aurez peut-être pas le temps de pleurer à la fin. Mais par contre, en tout cas, j'espère que ça va être une super journée. Et donc, on va commencer tout de suite par un exposé. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir Isabelle Chalandard, donc, qui a 1000 casquettes, en particulier celle d'être directrice de son UFR et qui malgré tout nous fait l'honneur de venir dans son emploi du temps extrêmement chargé et qui va nous parler d'un sujet que je vous laisse découvrir qui s'appelle le sous-espace invariant et qui est une quête, si j'ai bien compris, n'est-ce pas ? C'est un grand honneur d'être parmi vous. J'aurais absolument adoré que les cigales existent du temps où j'étais étudiante. J'en profite autrement. Donc, je vais vous parler d'un problème que j'ai découvert quand j'étais étudiante. J'étais en 4e année à l'Université de Bordeaux. Et voici le problème que j'ai découvert grâce à un enseignant, Bernard Chevreau, qui va avoir un rôle important dans la suite de ma carrière. Et le problème s'appelle le problème du sous-espace invariant. Alors, je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, pour certaines qui sont plus avancées, les vieilles cigales, entre guillemets, ce sera peut-être plus facile. Donc, vous prenez l'ensemble des vecteurs, mais avec un nombre infini de coordonnées, et toutes les coordonnées sont des nombres complexes. Et on demande en plus que la somme des modules de ces coordonnées, LV au carré, soit finie. C'est un espace vectoriel, ça veut dire que c'est un ensemble tel que quand on prend des sommes de vecteurs vérifiant cette propriété, ça reste dans le même espace. Quand on multiplie par une constante qui est un nombre complexe, on reste dans le même espace. C'est un espace, pour celles qui sont plus avancées déjà, il s'appelle petit L2. Et c'est un espace de Hilbert. Enfin, peu importe le nom que ça a. Et maintenant, je prends une application qui va de cet espace, un peu bizarre, dans lui-même, et qui est la propriété d'être linéaire. C'est-à-dire, quand je prends l'image de la somme de deux vecteurs infinis, ça fait la somme des images. Quand je prends l'image d'une constante complexe fois ce vecteur, ça fait la constante fois l'image du vecteur. Ça, c'est la linéarité. Et puis, je vais demander en plus à ce que ce soit continu. Bon, alors celles qui m'ont déjà fait une première année en études supérieures savent ce que ça veut dire. Les autres, bon, vous avez vu des fonctions continues. Là, c'est un peu bizarre parce que je ne travaille pas sur les réels. Je travaille sur un ensemble de vecteurs. Et le problème du sous-espace invariant s'énonce comme ceci. Est-ce qu'on est toujours capable de trouver un sous-ensemble de mon espace de départ qui ne soit pas réduit à juste le neutre, c'est-à-dire le vecteur avec que des zéros, qui ne soit pas l'espace tout entier, et qui ait cette propriété de stabilité, à savoir, on appelle ça un sous-espace vectoriel. Ça veut dire que mon sous-ensemble, il est tel que si je prends deux vecteurs dedans, je les ajoute, je reste dedans. Je prends une constante, je multiplie par un vecteur, je reste dedans. Et on aimerait savoir s'il est possible de trouver un sous-ensemble, en réalité un sous-espace vectoriel, et même avec une propriété dite fermée, tel que quand on applique notre application linéaire, on reste dedans. Voilà. Alors, au moins, vous avez un énoncé, peut-être que, suivant votre niveau d'études, ça vous parle ou pas, mais en tout cas, cette question, je la découvre quand je suis en 4e année.
Et je n'avais pas idée, en fait, à quel point ce problème-là allait m'accompagner pendant presque 30 ans. Et puis, à la fin de donc c'était études de master, le directeur du laboratoire, Jean Esterle, il avait plein d'idées, un peu comme Pascal, de faire des choses un peu originales. Il avait beaucoup d'imagination, et en particulier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé à des élèves qui étaient particulièrement motivés par les maths d'assister à une école jeunes chercheurs à Édimbourg. Et donc, la règle, c'était la motivation par rapport aux mathématiques. Et on était deux sélectionnés, donc Cédric, qui était dans ma promotion, et moi. Et donc, on était super heureux de partir à Édimbourg pour découvrir le monde de la recherche. Ça s'adressait plutôt aux gens qui avaient un doctorat. Mais il avait réussi à nous trouver un financement. En tant que directeur du labo, c'était facile. Et hop, on est parti là-bas. Et à l'issue de cette école, alors je dois dire que j'ai compris même pas 0,1%, mais j'ai découvert en tout cas ce monde de chercheurs. Il y a un autre personnage qui va beaucoup compter dans cette histoire, c'est Jonathan Partington. Donc lui, c'est un chercheur qui a fait ses études à Cambridge, qui était en poste permanent à l'université de Leeds, donc dans le nord de l'Angleterre. Et comme dans toutes les conférences, ou toutes les écoles, il y a un fameux dîner de la conférence, c'est-à-dire la veille du départ, on se réunit tous ensemble. Là, on était dans un château et on nous faisait manger de la panse de brebis farcie, un truc étrange. Et à la fin... C'est moins bon que la bouillabaisse. Absolument. Et à la fin du repas, la population était assez jeune, il y en a plein qui disent on va en boîte de nuit. Et moi, j'avais pas trop envie, peut-être parce que j'avais rien à me mettre, mais voilà, ça me disait trop rien. Mais la personne qui était à côté de moi, Jonathan Partington, dit bon, lui, on le voit un peu à son style, la boîte de nuit, c'était pas son idée première, mais comme on est au nord de l'Angleterre et qu'on est au printemps, les journées sont très longues, et ce qu'il a proposé, c'était d'aller faire une randonnée nocturne. Si vous allez à Édimbourg, ou si vous êtes déjà allé à Édimbourg, et en fait, il y a une colline qui est juste au bord de la ville et qui s'appelle le siège d'Arthur. Et donc, nous voilà partis à 23h, tranquillement, pour faire une rando. Là, Jonathan tombe, il perd ses lunettes dans la boue, on est quelques-uns à aller chercher. Enfin, voilà, ça a créé du lien. On se quitte, la conférence se termine, et puis moi, je me dis à la fin, mais en fait, c'est un monde de chercheurs, je crois que j'ai rien compris, mais j'ai adoré. J'ai adoré la diversité, j'ai adoré tout ce qui s'était passé. Et Cédric, qui était avec moi, lui, il m'a dit, alors moi, c'est sûr, je ne veux pas faire de la recherche. Donc, comme quoi, on a vécu à peu près la même chose, et on a eu un sentiment complètement différent. Et puis, moi, j'ai commencé une thèse, parce que vraiment, j'ai adoré la recherche, et j'ai eu la chance, comme beaucoup de chercheurs français, de venir au CIRM. C'était en 1995, je suis au milieu de ma thèse. Et puis, voilà, il y a une conférence. Et là, j'ai l'occasion de présenter mes premiers travaux de thèse qui étaient en lien avec le problème du sous-espace invariant. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, le personnage qui m'a fait découvrir le problème est devenu mon directeur de thèse. Et première exposé en anglais au CIRM, conférence internationale, avec notamment la rencontre d'un chercheur en Roumanie, qui maintenant est à l'Académie des sciences, Dan Timotine, et qui lui aussi va avoir un rôle dans la suite. Donc j'ai fait ma présentation, et dans l'idée que j'avais, c'était que moi je suis toute petite, parce que j'ai fait 1 an de thèse, j'ai une conférence internationale, ça veut dire que tous les gens qui sont présents, ils sont ultra avancés, tout ce que j'ai fait, ils vont le comprendre parfaitement. Et donc j'ai fait un exposé, mais absolument catastrophique. C'est-à-dire que j'ai insisté sur les points les plus techniques. C'était imbuvable, et je l'ai constaté parce que les gens se sont endormis, carrément. Mais ça m'a beaucoup appris, parce que je me suis dit, alors en réalité, quand on est chercheur, on est déjà tellement spécialisé, même après 1 ou 2 ans de thèse, que finalement, c'est pas la bonne façon. Enfin, ce que moi je croyais être connu de tous ne l'était absolument pas. Et voilà, donc ça a été très formateur, et ça a été un très bon moment avec des rencontres
voilà, d'un chercheur roumain avec lequel on a été dans Marseille chanter dans un karaoké. Et Dan Timotine connaît un nombre incroyable de chansons, mais il chante très très faux. Donc ça a été sujet de grand fou rire. Alors, je vais vous présenter quelques acteurs très importants. Il y a eu des centaines d'articles écrits sur le problème du sous-espace invariant, donc des contributions. Et disons que dans les gens dont vous entendrez peut-être parler dans le futur, je vais expliquer pourquoi après, il y a donc Per Enflo. Alors, Per Enflo, c'est un Suédois qui est toujours actuellement aux États-Unis et qui, en 1978, a annoncé qu'il avait résolu le problème du sous-espace invariant, mais alors ce n'était pas exactement sur l'espace petit L2 que j'ai présenté au début, c'était sur un autre espace. Voilà, sur un autre ensemble, il a trouvé une application linéaire continue telle que si on veut que T de M soit inclus dans M, ben M, il n'a pas le choix. C'est soit 0, soit l'espace tout entier. Autrement dit, il n'y a pas de sous-espace invariant non trivial. Et puis, le problème, c'est que Per Enflo, ce n'est pas un modèle du genre au niveau rédaction, c'est-à-dire que son manuscrit faisait à peu près une centaine de pages, beaucoup de coquilles, écrit un peu vite, et en fait, ça a mis 8 ans à être publié avec l'aide d'autres mathématiciens bienveillants qui l'ont aidé à mieux rédiger, qui ont comblé des trous techniques. Mais ce qui s'est passé, c'est que en 1984, il y avait un autre chercheur, Charles Reed, qui lui était très jeune. Et en fait, c'était sa dernière année de thèse. Il était à Cambridge, sous la direction de Béla Bolovash, pour ceux qui connaissent. Et lui, son directeur de thèse lui a dit il y a un manuscrit de Per Enflo qui dit qu'il a résolu le problème du sous-espace invariant. Est-ce que tu veux bien, est-ce que tu acceptes de l'étudier? Et il a passé du temps dessus, de même que Jonathan Partington, qui était aussi à ce moment-là l'étudiant de Béla Bolovash. Et au bout de peut-être la page 35, ils ont abandonné, absolument écœurés. Et à ce moment-là, Charles, qui est un chercheur très brillant, en sa dernière année de thèse, en fait, il a trouvé une construction sur un espace dit petit L1, pour ceux qui connaissent. Et ce travail, lui, était remarquable, très bien écrit, et ça a été publié tout de suite. C'est-à-dire que ça a été publié en 1984, alors que le travail de Per Enflo a été publié en 1986. Bon, le problème, ça c'est un problème d'ego, qui est malheureusement assez classique un peu dans tous les milieux, c'est que Per Enflo était absolument furieux, puisqu'il revendiquait le fait d'avoir résolu le premier ceci, et puis Charles Reed, qui lui a écrit quelque chose de tout à fait bien abouti et très bien rédigé, a écrit dans son introduction quelque chose qu'il ne faut jamais faire, mais il était jeune, il a dit « Il semblerait, on a entendu dire que peut-être Per Enflo a résolu le problème, mais bon. » Voilà, donc ces deux-là, ils se sont haïs pour toujours, je pense qu'il y a eu certaines lettres assez relevées. Et puis le dernier acteur qui, pour moi, a eu une importance, quand j'ai découvert toute l'histoire de ce problème, c'est Victor Lomonosov. Victor Lomonosov, il a fait ses études à Moscou, puis il a fait une thèse en Ukraine, et finalement, il a fait une carrière aux États-Unis, et il a eu, en fait, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il a, lui, apporté une contribution positive, au sens où il a démontré que si on a une application linéaire, continue, et si elle a une propriété, cette propriété, c'est commuter avec un compact. Bon, voilà, tout ça, c'est du chinois, mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est qu'il a montré que pour un grand nombre d'applications linéaires continues, il y avait plein de sous-espaces invariants. Et surtout, c'est la façon dont il a démontré. C'est super élégant, magnifique. Et quand j'enseigne ceci, c'est quelque chose qui, par exemple, pour ceux qui préparent l'agrégation, ça peut être un développement à l'agrégation qui est magnifique. C'est une conséquence du théorème du point fixe. Voilà. Alors, je vous ai dit, ce problème, il m'a accompagné un peu tout au long de ma carrière. Je n'ai pas fait que ça, heureusement. Hein. Mais en particulier, dans un premier temps,
Alors j'étais encore à Bordeaux, je venais juste de terminer ma thèse. Il y a eu un grand projet par Jean-Paul Pire qui était de faire un peu un état de l'art des mathématiques importantes entre 1950 et 2000. Et à ce moment-là, Jean Esterle, qui était encore directeur du laboratoire, m'a proposé de travailler avec lui. Et nous avons écrit un chapitre sur les avancées du problème du sous-espace invariant. Et puis un peu plus tard, après avoir rencontré Jonathan Partington, à la fin de ma thèse, je l'ai retrouvé de nouveau, un peu par hasard, à Bordeaux. Et voilà, on se rappelait bien sûr de l'épisode de la randonnée nocturne, les lunettes, la boue, etc. Et il était agréablement surpris que j'ai continué à faire des maths, puisqu'on ne correspondait pas spécialement. Et spontanément, il m'a invité à venir le retrouver à Leeds l'année d'après pour commencer à travailler ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, on travaille ensemble depuis maintenant 26 ans. Donc 26 ans de collaboration. Et en 2011, on a eu ce projet d'écrire un livre sur le problème du sous-espace invariant. Et là, les personnages que j'ai rappelés, c'est en fait Charles Reid. Il s'avère qu'il était dans la même université que Jonathan Partington. Et moi, j'ai régulièrement rendu visite à Jonathan. Je rencontrais Charles et c'était toujours des échanges très intéressants. Et en particulier, un jour, il m'a posé une question. Il ne m'a pas dit pourquoi c'était, mais j'ai deviné. Et alors que Dan Timotine, avec lesquels j'étais en contact, à ce moment-là, j'étais à Lyon, en fait, on a résolu le problème que m'avait posé Charles. Et après, j'ai eu le grand plaisir d'aller à Leeds, de raconter la solution du problème à Charles, qui était enchanté. C'était un très bon souvenir. La deuxième partie de mon exposé, ça va être, je quitte les mathématiques et je vais plutôt vous raconter quelques actions parité à travers le monde qui ont été des conséquences de toutes ces rencontres mathématiques. J'en ai profité pour aller au-delà du cadre mathématique et donner envie en fait à des jeunes filles comme vous de poursuivre la recherche en mathématiques. Et une première expérience que j'ai absolument adorée, c'était en Inde, où j'étais invitée par Sashi Srivastava, qui est à Delhi, et que j'ai rencontré peu après l'apparition du livre lors d'une conférence. On a sympathisé, on a même travaillé ensemble. Mais surtout, elle m'a invitée dans un programme spécial, Femmes et mathématiques, où là, je devais aller dans 3 endroits différents pour raconter des maths devant un public varié. Et il y a un endroit extraordinaire que j'ai découvert, c'est dans le Rajasthan, ça s'appelle Banastali. C'est au milieu de nulle part, au milieu du désert. C'est une université où on peut étudier de l'âge de 3 ans jusqu'au doctorat, tous les sujets, et c'est que pour les femmes. Et il y a 10 000 étudiantes, 4 000 enseignants, 2 000 hommes, 2 000 femmes. Et quand les couples, puisque c'est au milieu de nulle part, ont un petit garçon, en fait, il y a l'école pour les petits garçons qui est juste en dehors de ce centre, de sorte que les femmes restent entre elles. Et elles peuvent étudier tous les sujets. Et voilà, ça a été quelque chose de très très fort pour moi parce que j'ai jamais vu autant de femmes étudier les mathématiques. Il y avait un amphithéâtre comme ça, elles se sont toutes levées avec des saris magnifiques. C'était un très beau moment et vous voyez, plutôt joyeux. Une autre expérience, c'était encore une conséquence de ces rencontres lors de conférences. Précisément, quand j'étais à Bangalore lors d'une conférence où j'ai rencontré Sashi Srivastava, là j'ai rencontré aussi au cours d'un repas Touareg Ali, qui lui était du Bangladesh et qui a fait sa carrière au Canada. Et comme on a sympathisé et qu'il a vu que j'avais un tempérament assez enthousiaste, etc., il a pensé à moi pour venir faire un cours à Cuba à destination des jeunes Cubains qui pouvaient difficilement sortir de leur île. Bon, j'ai accepté avec grand plaisir. Et puis, il a eu la très bonne idée, d'inviter aussi, pour donner ses cours, Sylvie Pêcha, qui est en fait à côté de Berlin. Et avec Sylvie, on donnait des cours la journée à La Havane.
Et le matin, on partageait la passion commune d'aller courir. Donc on allait courir, vous voyez, sur le bord de mer, là, ici, là. Chaque matin, on allait faire un petit jogging. Et donc ça a créé un lien aussi d'amitié, même si on travaille sur des sujets assez différents. À la suite de ça, l'année suivante, Sylvie, tout ça, ça se passe en 2015, 2014. Et à la suite de ça, Sylvie m'a invitée à Berlin pour donner une conférence, pour qu'on se revoie, parce qu'on avait passé un très bon moment ensemble à La Havane. Et puis, on a eu une pensée, elle m'invite chez elle, on prend un petit verre, et elle me dit, mais si on écrivait un message à Touarec, parce que c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés, et certainement qu'il a de nouveau invité des gens à La Havane, et on aimerait bien savoir si ça se passe bien, et puis c'est à peu près en février chaque année. Donc on envoie ce message, et là on a été un peu choqués, parce que le message qu'on a eu en retour, c'était quelqu'un qui répondait depuis sa boîte mail en disant Touarec Ali a eu une attaque, il est décédé alors qu'il était en déplacement en Malaisie, et voilà, et c'est la fin de ce cycle de conférences à La Havane. Mais comme j'étais avec Sylvie et qu'on a appris cette nouvelle ensemble, on s'est dit, alors il faut absolument qu'on rende hommage à Touarec, qui a fait énormément pour Cuba, et qui, pendant, je ne sais pas, peut-être 15 années consécutives, a cherché de l'argent au Canada, aux États-Unis, pour venir avec des gens qui venaient d'Europe donner des cours aux Cubains. Il faut qu'on lui rende hommage. Et c'est ce qui s'est passé, et on en a profité à ce moment-là pour changer un peu le périmètre de la conférence. Donc vous voyez ici, c'est la conférence qu'on a fait en son honneur en 2017, et puis en fait on a demandé de l'argent aussi à l'UNESCO pour faire venir pas seulement des gens de Cuba, mais on a imposé qu'il y ait autant de filles que de garçons qui suivent ces cours. On a fait venir des filles du Pérou, de Colombie, voilà, aussi d'Amérique centrale, d'autres pays. Voilà, encore une très belle expérience grâce aux mathématiques. Quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, il y a un programme qui s'appelle SIMPA, où donc c'est la France qui finance des écoles quelque part dans le monde. Et ça, c'était une belle expérience à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et ça a eu lieu en janvier 2020, c'est-à-dire juste avant la fameuse pandémie. Et donc, c'était un voyage, bien sûr, qui nous a marqués. Tout ça, ça a eu lieu notamment grâce à Bertin Sinzou, qui était le professeur sur place, qui m'a envoyé un mail en disant « J'adorerais faire une école SIMPA en analyse. Je cherche quelqu'un en France qui voudrait bien collaborer avec moi. » Moi, j'ai répondu « J'aime bien les voyages. » Et voilà, ça s'est fait. Pascal Lefebvre, qui est à Lens, a tout de suite répondu positivement pour être un des orateurs des mini-cours. Et là-bas, j'ai fait une très belle rencontre. Boitumelo Moletsan, elle venait juste de finir son doctorat, elle était à Johannesburg. Et elle m'a dit, voilà, si jamais je pouvais collaborer avec quelqu'un qui est hors de mon université, alors j'ai des chances d'avoir un poste permanent. Et je serais la première femme, en plus elle habitait dans le ghetto, à Soweto, je serais la première femme qui enseignerait à l'université. J'ai dit, écoute, vraiment, il faut absolument qu'on essaye de travailler ensemble. J'adorerais être, voilà, si je peux te donner un coup de main. La pandémie est arrivée et on a travaillé en Zoom pendant 1 an et demi. Mais on a réussi et maintenant, elle est prof permanente à Johannesburg et elle fait beaucoup, beaucoup pour les femmes. Pas seulement au niveau de la stimulation intellectuelle, mais aussi pour les aider par rapport au sida, par rapport aux violences faites sur les femmes. Donc c'est devenu quelqu'un de très moteur pour toutes les causes qu'on défend. Alors, La Réunion. La Réunion, c'est un endroit où je vais depuis 8 ans chaque année pour donner des cours en master. Je les donne c'est hybride, c'est à distance depuis Paris, mais quand même je vais rencontrer les étudiants de master. Et un peu par hasard, à chaque fois je loge dans des endroits différents, et là j'avais un Airbnb où la propriétaire du Airbnb était une prof de physique en lycée. Évidemment, on échange sur ce qu'on fait dans la vie, on sympathise, il y a un repas qui est pris en commun, et elle me demande alors de venir, si possible, avant de prendre mon avion, juste 10 minutes dans son lycée,
pour raconter mon métier, pour raconter la recherche en maths. J'accepte, ça a duré 2 heures. Et maintenant, en fait, chaque année, je vais dans son lycée et on commence à faire des actions. Donc là, c'est des lycéennes. Et ce qu'on a fait, c'était il y a 1 an, c'est d'aller faire une randonnée. Donc comme ça, on a passé du temps ensemble toute la journée dans la forêt vierge, avec un goûter à l'arrivée, qui était une petite surprise. Et surtout, on a passé beaucoup de moments ensemble à rigoler. Évidemment, elles m'ont posé plein de questions tout au long de la randonnée qu'elles ne m'auraient jamais posées si on avait été resté dans le contexte du lycée. C'est assez sûr. Et puis, on est resté peut-être 4-5 heures ensemble. Ça compte. Bon, mais je ne fais pas que des choses loin. Ah si, encore un petit truc pas tout à fait à côté. Ça, c'était en juin dernier. J'étais invitée à une conférence à Londres, au King's College, et ils avaient invité une autre femme mathématicienne, Connie. Et il s'avère que, pareil, après nos 2 conférences, on est invité dans un restaurant libanais. On était les 2 seules femmes, on se met à côté. C'est quelque chose qui est assez classique. On sympathise, on réalise qu'en fait, on est toutes les 2 de Paris, même si elle est chilienne. Et à la suite de ça, on prend un petit déjeuner ensemble. Et elle me raconte qu'elle a un petit souci, c'est qu'elle a fait une bande dessinée qui raconte un problème mathématique et la passion d'une jeune fille de 15-16 ans pour les mathématiques. Et il lui manque de l'argent pour... elle a trouvé des gens pour l'aider à le traduire en français, parce qu'il existe en espagnol, mais elle a besoin de gens... elle cherche un financement pour l'édition, enfin l'impression. Voilà. Comme je suis directrice du FR, eh ben, ça c'est très pratique, parce que je peux signer des bons de commande et je demande à personne d'autre qu'à moi-même. Et voilà. Et donc il y aura quelques exemplaires ici au CIRM de cette bande dessinée qui est 100% financée par de l'argent public, donc qui ne sera pas vendu, mais qui sera... distribué aussi largement que possible. Voilà. Et ça, c'est à Paris. C'est à Paris, c'était il y a très peu de temps, c'était cette année, en 2025. À l'issue d'un échange à l'Institut Ré Poincaré, donc à Paris, j'ai fait la connaissance dans le RER de Mohamed Nassiri, qui est là. Et voilà, et lui, il me parle aussi du fait qu'il a plein de projets pour des filles. Il a des jeunes filles qu'il adorerait emmener à Paris pour aller voir une pièce de théâtre, l'affaire Rosaline Franklin. Mais alors, trouver de l'argent quand on est au lycée pour payer une auberge de jeunesse, des repas, des sous pour la pièce de théâtre, c'est la grande galère. Et là, de nouveau, je dis, moi, je suis directrice du FR. On va faire un mixte. Je vais trouver des filles de mon université qui pourraient faire la rencontre des jeunes filles dont s'occupe Mohamed Nassiri. Et on va venir vous rencontrer au théâtre et j'ai un président de l'université qui est un grand soutien pour tous les projets que j'ai. Et voilà. Et donc ça a pu se faire comme ça. Mais c'est vraiment grâce à cette rencontre avec Mohamed, parce que moi je ne savais pas qu'il y avait cette pièce de théâtre, alors que c'était à Paris. Voilà. Mohamed, c'est lui qui a lancé, qui est venu ici pour assister au Cigale, certains ont dû le voir, et il a lancé des fourmis dans son établissement, l'équivalent des cigales dans le nord de la France. Maintenant, c'est les fourmis éclairées. Voilà. Un petit événement, ça aussi c'était un peu au culot, c'était un moment très joyeux. Quand on déjeunait avec des collègues à l'université, et puis il y a une collègue qui était un peu contrariée parce qu'elle était originaire de Lille et elle avait appris que Miss France 2024, Eve Gilles, était un peu harcelée sur les réseaux parce que les cheveux courts, parce que très mince, etc. Bon, moi, je ne savais même pas qu'il y avait eu l'élection de Miss France, mais elle dit, mais elle est mathématicienne, elle fait des études de maths. Alors là, tout coup, ça m'intéressait.
J'ai été voir sur les réseaux ce qu'elle disait sur les maths. Elle avait un discours très positif. Et je lui ai écrit en lui disant si par hasard vous avez un tout petit peu de temps, même une visio, quelque chose, et si vous pouviez communiquer à nos étudiantes sur la joie de faire des mathématiques, ce serait génial. Enfin voilà, j'ai baragouiné des trucs, etc. Ça, c'était en décembre 2023. Voilà, aucune réponse. Et puis, le 10 mars, je reçois un coup de fil. J'allais partir en cours, il était 8h du matin. Et un coup de fil sur mon téléphone portable. J'avais laissé toutes mes coordonnées au cas où. Et en fait, c'était le comité Miss France qui me disait « Alors, désolé, on ne vous a pas répondu tout de suite. » Enfin, c'était 3 mois plus tard. Il y a la journée mondiale des mathématiques. On veut faire quelque chose avec Miss France. On a beaucoup aimé votre lettre. Est-ce que vous êtes partante pour organiser quelque chose pour la journée mondiale des maths ? D'accord, on est le 10 et c'est le 14. J'ai dit oui, bien sûr. Pourquoi c'est le 14 ? Non. Ça doit tu le sais, mais pourquoi vous savez ou pas ? C'est la journée. Voilà, cette année, vous le faites. Voilà, et à la suite de ça, un petit peu en précipitation, vous pouvez imaginer. Donc il y avait le comité Miss France qui me disait voilà ce qu'on veut pour les médias, parce que ça sera médiatisé. Hein. Donc on a Gala, on a ceci, on a cela, on a TF1 qui va faire un reportage. Ok, ce que vous voulez, mais si elle vient, on sera ravis. Il nous faut 250 filles dans un amphi. Il faut vraiment que ça paraisse bien. Alors 250 filles dans un amphi, vous imaginez ? Quand vous connaissez les pourcentages de gens à l'université, en maths, nous, c'est maximum 20%. Bon, bref. Et donc, là, j'ai eu le soutien de plein de gens à l'université qui connaissaient les collèges, les lycées aux alentours, qui ont appelé les proviseurs. Et puis, certains se sont... trouvé le projet génial. Les filles étaient complètement survoltées à l'idée de venir. Et voilà. Et quand on a eu le nombre, eh bien, voilà, vous voyez, on a rempli l'amphi. Et puis, je crois, peut-être 24 heures ou 48 heures avant, j'ai appelé le CNRS, l'INSMI, en disant ce serait génial pour ce... Je voulais du contenu, je ne voulais pas juste... Evelyne, je ne savais pas trop quel message elle allait donner. Puis moi, je voulais en profiter pour donner plein d'informations à ces filles qui allaient se déplacer, pas uniquement voir quelqu'un qui était starisé. Et donc, j'ai appelé Christophe Delaunay, en lui disant, est-ce que l'INSMI aurait envie... j'aimerais bien une femme mathématicienne qui vienne du nom de l'INSMI. Et et est-ce que c'est possible ? Parce que en fait, c'est dans un jour, voilà, et il faudrait faire une présentation de 10 minutes, ça serait super. Et voilà, et le CNRS a été hyper réactif et a dit, on a quelqu'un de très très chouette, Élise Jambrès. Simplement, elle est vraiment déjà en mission, a priori, pour l'ouverture d'une maison des mathématiques, je ne sais plus, à Orléans ? Non, à Orléans. Et ils ont été adorables parce qu'ils ont débauché Élise. Ils lui ont dit non, écoute, changement de programme. Et de la même façon, j'étais chez le médecin pour mon fils et j'ai eu l'idée d'appeler la directrice de l'Institut Ré Poincaré à Paris, Sylvie Benzoni, en disant improbable. Voilà, il y a Miss France qui vient demain. Est-ce que tu es libre de 10 à 12 ? J'adorerais que l'Institut Ré Poincaré aussi soit représenté pour sa venue. Et elle a dit ok, j'ai un truc jusqu'à 9h30, après le RER, ça passe. Elle est venue. Et on était dans l'improvisation totale, mais il y avait une telle énergie positive, notamment par, vous voyez, ce que renvoie Evelyne. En fait, ça a été une matinée très chouette. Et puis, elle a joué le jeu. Elle a fait, parce que c'est un peu une reine de la com, hein. Nous, on est un peu des dinosaures à côté, mais elle sait faire. Donc, elle a fait ce selfie avec tout le monde. Et après, donc, il y avait la personne qui s'occupe de Miss France, qui gère son emploi du temps, qui me tirait par la manche, qui disait « Vite, maintenant, il faut qu'on parte parce qu'on est attendu, etc. » Et il y avait, vous imaginez, toutes les jeunes filles qui rêvaient d'avoir juste une photo avec Evelyne, quoi, sur leur propre téléphone. Et en fait, Evelyne, moi j'ai trouvé que c'était la classe. Elle leur a dit,
elle a dit non, ce que je fais ici, c'est plus important. Et elle a pris le temps de faire des photos avec toutes les filles. Donc souvent son programme de la journée a été un peu bouleversé. Mais elle a fait des photos avec toutes les personnes qui voulaient, qui souhaitaient avoir une photo perso avec leur téléphone portable. Voilà. Bon, c'est une petite goutte d'eau, mais c'était un moment joyeux. Et je conclus en disant que la relève est assurée, puisque dans mon université, spontanément, il y a Romain Le Breton, qui vient juste de passer son doctorat là, il y a quelques mois, qui était étudiant en thèse avec moi, et puis un de ses amis, Kassem Lefki, qui aussi a passé sa thèse il y a un mois. Tous les deux, spontanément, sans me le dire, en fait, ils ont contacté des lycées, ils ont fait venir des lycéennes, des lycéens, et ils leur racontent à quel point les études supérieures, les études en maths, c'est chouette. Et voilà, ça, c'est la plus belle des récompenses, c'est que justement, ça perdure. Et vous avez certainement peut-être un rôle à jouer là-dedans. Je vous remercie. Merci infiniment. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des choses que vous voudriez dire en lien avec ce que vous avez entendu ? Oui. Non, mais il peut y avoir des questions. On peut commencer par une question d'un vieux schnock, ça fera venir des questions des cigales. Non, un très vieux schnock, pardon. Allez. Yves. J'ai une grande inquiétude. Que sont devenues les lunettes de Jonathan Partington ? On les a retrouvées. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on les a retrouvées ? Oui. On était plusieurs à chercher, c'est ça, c'est l'effet, la force du groupe. Alors, tiens, tu vois, quand on fait poser une question à quelqu'un, ça amène des questions. Oui, je voulais juste demander, parce que du coup, vous avez énormément voyagé pendant votre carrière. Est-ce qu'on vous proposait directement de voyager ou est-ce que c'est vous qui deviez demander je ne sais pas comment ça se passe, cette partie-là. En fait, c'est vraiment quelque chose qui se passe comme dans la vie. En fait, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez faire le mois prochain, qui vous allez rencontrer. Et c'est un peu comme ça dans la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de prévu. C'est un enchaînement de choses qui se passent. J'ai jamais été obligée de voyager. Ça, c'est important de le dire. On a toujours le choix. On reçoit des invitations. Enfin, plus on avance en carrière, plus on a une visibilité, plus on est invité. Mais on peut toujours refuser, bien sûr. Quand j'ai eu mes enfants, quand mes enfants étaient petits, j'en ai eu 3, évidemment, vous imaginez que j'avais pas envie de voyager. Et donc, je l'expliquais très simplement. Et donc, il y a des périodes de la vie où on a des projets qui nous enthousiasment et on a envie. Et d'autres moments où non, c'est le calme plat. Et ça, c'est possible. La liberté dans ce métier, c'est quelque chose de super précieux. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. J'avais juste une autre question, c'est juste un peu plus passager. Je voulais demander, du coup, vous avez fait aussi des conférences ou des cours à Cuba et dans d'autres endroits. Est-ce que vous parliez la langue ou est-ce que vous parliez anglais pendant les cours ? Non, on faisait en anglais. En anglais, parce que c'est souvent ce qui se passe en recherche, à part quand une conférence en France, même si le public est international, les Français sont très forts pour dire, comme le disait Christophe, I will do my conference in French, but my slides are in English. Non, mais sinon, c'est l'anglais, en fait. Et c'est vrai que pour présenter les mathématiques, l'anglais, en plus, est très approprié et beaucoup plus précis que le français. Donc non, tous ces mini-cours, c'est en anglais. D'autres questions ? Justement, par rapport à l'anglais, est-ce que vous avez pris des cours à côté de vos études ou les cours d'anglais étaient avec vos études ? Non, pas du tout. On apprend sur le tas. Ah d'accord. Okay. En fait, dès lors qu'on est en thèse, nos lectures sont très souvent en anglais, mais c'est l'anglais scientifique, il a des racines latines, donc c'est pas quelque chose d'inabordable. Et après, l'aisance à l'oral en anglais, elle se fait justement en rencontrant des collègues, et puis parce qu'à la pause café, et puis quand on a des affinités, on a envie
de discuter. Mais non, j'ai jamais pris de cours d'anglais. C'est vraiment au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose qui angoissait beaucoup mes étudiants en thèse. De se dire, mais moi... alors, certains, c'était moi, je préfère l'espagnol. Bon. En anglais, j'ai jamais été super. Mais en fait, ça vient petit à petit. Parce qu'on pratique. Et puis parce que dans les conférences, en fait, il faut imaginer que... il y a des personnes parfaitement anglophones, enfin, qui parlent un anglais magnifique, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc c'est assez drôle de voir, quand un Chinois fait une présentation en anglais, c'est compliqué pour nous. Par contre, un Espagnol et un Italien, on a l'impression qu'ils parlent français, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on a les mêmes... Non, c'est pas un obstacle du tout. Alors, encore des questions? Oui, bien sûr. Tiens. Est-ce qu'il est facile d'avoir des financements dans le domaine des recherches en mathématiques en France? En France. Alors, à quel niveau, par exemple, pour faire un doctorat? Parce que le doctorat, on ne peut pas le faire sans financement. C'est impossible. Il faut avoir... en fait, on commence une expérience professionnelle quand on fait un doctorat. Okay, vous signez avec un investisseur, c'est ça? Alors, pas nécessairement. Il y a de l'argent qui vient du ministère de la Recherche dans les universités. Il y a un contingent. Enfin, ça, c'est la personne qui vous encadre, qui vous mettra au courant de tout ça. Il y a aussi des financements qui viennent effectivement de l'industrie. Quand on fait des mathématiques plus appliquées, il y a des possibilités que ce soit l'entreprise qui, à ce moment-là... investit sur vous en vous payant pendant 3 ans. Il y a des appels à projets. En fait, on répond à des appels à projets de l'Agence nationale pour la recherche pour avoir des financements de thèse. Enfin, il y a tout un panel de ressources pour financer la première étape qui consiste à passer un doctorat. Mais ça, c'est pas tellement à vous de vous en occuper. Vous, il faut foncer, faire les maths que vous aimez, et puis à la fin du master, la personne qui vous a encadré et qui est présupposée vous encadrer pour la thèse, c'est plutôt à elle de vous dire quelles sont vos chances, quel type de financement elle va chercher. Je sais que c'est quelque chose qui angoisse énormément les étudiants, et à juste titre, mais c'est beaucoup la responsabilité de la direction de thèse. C'est une condition pour pouvoir pour être doctorant, d'avoir un financement? On ne peut pas faire de doctorat sans financement. Alors, les exceptions, mais c'est toujours un financement. Il faut avoir une source de revenus. Alors, par exemple, quelqu'un qui est agrégé, qui enseigne en lycée, qui veut absolument faire un doctorat, c'est possible. Mais alors, il fera son doctorat les week-ends, les vacances. Avec une grande difficulté. Dur. Voilà, c'est pas du tout la même aventure que ce qu'on vit quand on a un financement, qu'on ne se demande pas comment gagner sa vie. C'est comme du mécénat, c'est une période extraordinaire. Voilà, on fait de la recherche, on voyage, si on veut. Il n'y a pas d'obligation. Ce qui est maintenant très accepté dans la communauté, c'est que si pour raison personnelle, conviction personnelle, on ne veut pas prendre l'avion, c'est pas un problème. Voilà. Merci. J'arrive. Je fais le petit furet. Bonjour, j'avais une question du coup par rapport à votre problème que vous avez posé en début de conférence. Oui. Donc vous n'avez pas trouvé entre guillemets la solution à ce problème-là avec toutes les études qu'il y a eu derrière. Est-ce que c'est pas hyper frustrant de travailler autant de temps pour au final se dire bon, j'ai avancé, j'ai trouvé d'autres réponses à d'autres problèmes, mais j'ai toujours pas cette réponse-là? Comment... Non, parce qu'en fait, là, je l'ai présenté parce que c'est un peu un problème. C'est-à-dire que là, c'est la quête du Graal. Il y a un problème qui tout à coup est connu. À quoi ça sert? Alors ça, c'est pas clair. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pour ça que ce problème, même si... Enfin, qu'est-ce que ça apporterait de le résoudre? La notoriété, etc. Mais ce qui serait encore plus intéressant, une fois qu'on a la réponse à cette question, c'est de savoir, étant donné une application linéaire donnée, d'écrire tous les sous-espaces invariants. Ça, ce serait beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et ça, il y a plein de contributions dans cette direction-là.
Et donc, il y a plein de choses qui sont tout aussi intéressantes, qui sont moins valorisées parce que ce n'est pas le problème qui est mis en avant, etc. Mais, donc, la frustration de ne pas y arriver, non. Moi, je suis une personne positive. Donc, de toute façon, je n'ai pas cherché à chercher un contre-exemple. J'ai cherché à trouver des conditions et des résultats positifs. Oui, il y en a, et il y en a même plein. Et pour tel type, telle sous-classe d'application. Et puis surtout, c'est tous les chemins différents pour arriver à certaines contributions. On utilise des mathématiques qui n'ont rien à voir suivant le type de résultat. Et ça, c'est magnifique. C'est plutôt, imaginez, vous voulez aller au sommet d'une montagne, et en fait, il y a plein de chemins pour y arriver, et vous les essayez. Et à chaque fois, c'est une aventure différente, une rencontre, du coup un projet. C'est un prétexte. Hop, est-ce qu'il j'ai de la place pour passer? Hop. J'ai plusieurs questions. La première, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos études dans le détail, si vous avez fait une licence, une prépa ou quoi? Ok, bon, j'ai fait des études universitaires, et donc l'université de Bordeaux jusqu'au doctorat. Après, j'ai eu une année on passe les concours pour être enseignant-chercheur. Ça n'a pas marché la première année, mais j'ai eu, ce qui est assez fréquent dans les universités, c'est qu'on a des postes, des CDD d'enseignants-chercheurs qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, et après, j'ai repassé les concours, et là, ça a marché. Je suis allée à Lyon, et là, j'étais maître de conférence, c'est-à-dire que j'étais sûre que j'allais faire l'enseignement et la recherche toute ma vie. Et après, il y a d'autres, disons, il y a des promotions possibles. On devient professeur des universités, c'est pour ça que maintenant je suis à Paris. Mais en tout cas, à partir du moment où on est maître de conférence, on va faire ce métier. Voilà, on est sûr de faire ça. On est fonctionnaire, c'est la belle vie. Merci. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez appris d'autres langues, ou si de base, par exemple au collège ou au lycée, la deuxième langue que vous avez prise, vous la parlez toujours aujourd'hui? Alors, j'avais fait allemand et italien. Allemand, je l'ai oublié. Quand je vais en Allemagne, ça revient. Une zone de mon cerveau est un peu réactivée. Mais les Allemands parlent super bien anglais, donc ça n'aide pas à pratiquer. Et l'italien, oui, je l'ai gardé un peu plus. Voilà. Puis avec Duolingo, là, j'apprends l'espagnol. Mais c'est l'anglais qui, dans mon métier, me sert tout le temps, partout. Alors, je vais savoir si c'est dur de vivre des maths en général, ou est-ce que c'est un travail qui est compliqué Alors, c'est-à-dire quand on est maître de conférence, par exemple, quand on a réussi le concours et qu'on fait ce métier? Oui, c'est ça. Est-ce que le salaire est assez haut pour en vivre, quoi? Oui, c'est une bonne question. En fait, passer professeur, ça aide beaucoup à avoir une meilleure qualité de vie. Je pense que les gens qui sont enseignants-chercheurs à Paris, ils ont une qualité de vie qui est difficile. Moi, je ne vis pas à Paris. Je vis dans le Beaujolais et je fais la navette. Mais bon, c'est parce qu'on a une grande famille et c'est comme ça. Donc, le salaire, il est uniforme dans toute la France. Et à Paris, c'est là où la vie est la plus chère. Mais évidemment, il y a des postes un peu partout. Donc, la qualité de vie que l'on a, elle dépend du lieu où on vit. Et puis, il y a plein de cas particuliers. Mais les salaires, en fait, vous avez la grille des salaires sur Internet. Vous pouvez voir exactement. On commence tout doucement avec un peu moins de 2 000 €, je pense. Et puis après, on évolue en carrière. Quand on est professeur des universités, après, le salaire, c'est plutôt 6 000 €. Le salaire est multiplié par 3 entre un début de carrière et une fin de carrière. Et je pense que quand on est dans une ville de province et qu'on gagne 6 000 €, je pense qu'on vit plutôt très bien. Et quand on part en mission et tout ça, on est effrayé. C'est bien au-delà du salaire médian. C'est très bien payé par rapport à la moyenne. Et les voyages que l'on fait, tout ça, c'est financé. C'est pas avec
il faut trouver de l'argent, il y a des gens qui organisent, on demande à son laboratoire, etc. Mais tous les voyages que je fais, je trouve que c'est un avantage en nature extraordinaire. Et ça, c'est en plus du salaire, quelque part. Oui, alors on a vu qu'on va vers plus de parité et c'est pour ça qu'on est là aussi, donc merci. Je voulais savoir si une fois que les filles se sont lancées dans cette voie et donc ont assumé leur choix d'aller faire des mathématiques, est-ce que après dans les laboratoires de recherche, tout ça, on assiste encore à des inégalités où il y a beaucoup plus de parité? Non, les inégalités perdurent. Et récemment, je trouve qu'il y a beaucoup d'actions pour en parler. Ne serait-ce que ça, c'est quelque chose de très important. Mais l'équilibre homme-femme, plus on monte, en professeur d'université, en mathématiques fondamentales, c'est 8% de femmes parmi les professeurs d'université. Voilà. Mais il y a plein de... disons qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, grâce notamment, je dirais, CNRS Mathématiques, qui sanctionne un peu les laboratoires qui ne jouent pas le jeu. C'est récent, mais ça peut avoir un impact. C'est le début. C'est le début de cette histoire-là. Il y a vous avez vu des bandes dessinées, il va y avoir de plus en plus de choses pour vraiment prendre conscience de ce problème-là. Donc vous pensez qu'actuellement, il y a une véritable action pour que dans 10 ans, ou bon, sûrement plus, on atteigne une parité? Alors 10 ans, je pense que c'est pas assez. Idéalement, si déjà parmi les femmes professeurs en mathématiques fondamentales, on était à 20%, ce serait fabuleux. Parce qu'il y a un problème de modèle. Vous voyez, dans mon université, on est 3 femmes. Devant nos élèves, on fait des cours, mais ils ont essentiellement des hommes en face d'eux. Ceci dit, moi, je suis beaucoup, beaucoup soutenue par mes collègues hommes pour faire tout un tas d'actions sur place. Donc là, ce problème de la parité, il est soutenu par tous les gens qui y croient. C'est pas forcément genré. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Une ou deux questions? Ouais. C'est un peu terre à terre comme question, mais est-ce que tous les chercheurs vivent dans des grandes villes? Des grandes villes? Non, il y a des chercheurs à Avignon. Est-ce que Avignon est une grande ville? Est-ce que Dijon est une grande ville? Non, alors, qu'est-ce que c'est une grande ville? Ouais. Avignon, c'est une grande ville. Alors oui, tous les chercheurs vivent dans des grandes villes. Il faut qu'il y ait une université. Donc, une université, déjà, ouais. Ah, de vivre, oui, moi, je vis dans un village de 600 habitants, il n'y a aucun commerce, oui, bien sûr. Oui. Vous avez dit que vous étiez enseignante-chercheuse, du coup. Est-ce que vous aimez autant le côté enseignement que recherche, ou est-ce que vous avez une préférence? Non, moi j'aime vraiment les deux. Les deux, ok. Les deux. La recherche, c'est incroyable, mais on se casse les dents, c'est épuisant, c'est stressant. En fait, la récompense, elle est à la hauteur de tout ce qu'on traverse comme difficulté. Mais oui, il y a des moments où vraiment on se dit mais qu'est-ce que je suis nulle, j'adorerais avoir un cerveau qui marche plus vite, c'est pas possible, etc. Et puis des fois, c'est surtout des collaborations avec des gens. Voilà. Après, quand on trouve quelque chose, mais on est dans un état d'euphorie, le truc sert un peu à rien, personne ne va le comprendre, mais qu'est-ce que c'est chouette. Et l'enseignement, ça c'est quelque chose de concret. Là, on voit, quand nous, on fait la remise des diplômes de nos étudiants de master, on les a eus tout petits et on les voit arriver à des professions. C'est une récompense incroyable. Donc, je pense que comme un musicien qui fait
qui fait un concerto, qui a un moment de stress, etc. Et ce serait peut-être la recherche, la présentation de ses travaux. Et puis il y a toutes les fois où il fait des répétitions, où il fait ses gammes, en fait il enseigne et ça lui sert beaucoup. Donc je trouve très chouette d'avoir les deux côtés. Alors der. Alors, parce que on a un programme très chargé. Alors, qui veut... Voilà, allez, les deux, allez, pour faire plaisir à François. Vraiment pour faire plaisir à François. Oui, alors aujourd'hui, on fait face à une réduction à la fois des budgets en sciences, mais en même temps, avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a quand même une recrudescence des financements. Est-ce que vous pensez que la recherche, notamment en mathématiques, elle a de beaux jours devant elle? Je pourrais demander... moi, je continue de croire que c'est vraiment un sujet qu'on va rendre encore plus attractif. Il y a une vraie réflexion autour de ça. Et il y a une belle énergie en ce moment qui se dégage. Et je vois pas moins d'étudiants qui s'inscrivent à l'université. Et notamment à l'université, quand on fait les filières un peu sélectives, double licence, ça c'est magique parce qu'il y a tout à coup de la parité dans nos formations. Des filles qui ont un peu peur d'aller en prépa parce qu'elles ont entendu des choses assez dures. Et dans ces doubles licences, en fait, elles vivent bien. Et donc voilà, du coup, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que les mathématiques sont un sujet qui est en plein développement. On en a énormément besoin, c'est dit partout. Et voilà. Merci. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir quel a été le voyage qui vous a le plus marqué humainement? Je pense qu'en Inde, quand j'étais dans cette université, je ne savais même pas que ça existait. Se retrouver au Rajasthan avec 10 000... Enfin, j'ai pas vu les 10 000, mais ils m'ont promené à l'intérieur du campus qui est immense, dans une petite voiturette. Et j'ai été voir des jeunes filles qui apprenaient à piloter un avion. Puis j'ai été voir des jeunes filles qui apprenaient la haute couture. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais vraiment des frissons. Quand je le raconte, j'ai encore des frissons. Ça, c'était une expérience incroyable. Et surtout, je pense que c'est quelque chose que je ne revivrai jamais. Quand je suis rentrée dans l'amphithéâtre pour faire ma présentation, là, je parlais de maths. C'était des étudiantes en maths. Et l'amphi de 250, comme on avait vu là pour Evgile, qui était plein de filles habillées en sari. Et quand je suis rentrée, elles se sont levées. Alors ça, c'est... Voilà, je n'oublierai jamais. Avec le sourire, voilà, ça, c'était un moment incroyable. Bon, mais on va remercier encore une fois Isabelle pour cette magnifique présentation.